Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier classico de la saison les amis. Et oui, match décisif pour aller en finale évidemment. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le classico, il y en a tellement cette saison que ça devient presque un match normal. Non, je plaisante, on s'en lasse pas. Moi personnellement, je ne m'en lasse pas. Les trois derniers classicos, vous le savez, on les a gagnés. Voilà, est-ce que ça veut dire quelque chose pour ce match-là? Absolument pas, non. Évidemment, les cartes sont redistribuées pour ce match-là. C'est pas parce qu'on a gagné les trois derniers qu'on va absolument gagner ce match-là. Attention, attention au piège, oui. Un classico, comme vous le savez, c'est plus qu'un match de football. Meskeun, match des footballs. Et oui, évidemment, les enjeux sont aussi politiques. Comme vous le savez, beaucoup de pression dans la presse. Vous voyez où je veux en venir? Vous le voyez bien, oui, j'imagine. Il y a un mois sortait dans les médias Una Bombasso, évidemment l'affaire Negreira, donc le Barça accusé de soudoyer, de corrompre les arbitres. Voilà, bien sûr, personne n'a apporté de preuves à tout ça. Évidemment, hein, c'est juste des mots qui sont sortis comme ça, histoire de rabaisser le club. Mais est-ce que vraiment il y a des preuves qui ont été apportées à ça? Évidemment que non. Faut-il préciser quand même que le Barça a été innocenté en soi sur cette affaire-là un an avant? Ça, on a du mal à se rappeler ce genre de truc, mais peu importe qu'il n'y ait pas de preuves, peu importe qu'il n'y ait rien, tout ça, le but est là, l'objectif est assez précis, faire tomber le club, et voilà, les mecs qui ont lancé ces trucs-là, ils sont bien, Pour le moment, ils sont bien, ça commence à piquer un peu les fesses. Attention au retournement de veste, tout ça. Les supporters de leur côté, ils sont contents, hein, ils sont assez contents, les supporters du Real qui nous tombent dessus comme ça, sans savoir vraiment pourquoi, en soi, ils ont vu une info, ils ont dit « Ah !» Attends, frère, soi-disant on aurait payé les arbitres et volé des ligas, on va dire ces dernières années, alors que les seuls qui ont été volés, vraiment volés de la Liga, il y a des preuves, il y a des images de ça, c'est évidemment le Barça. Mais après bon, est-ce que c'est des preuves de vol ou est-ce que c'est des preuves d'erreur d'arbitrage? Oui, c'est là la question. Mais bon, en tout cas, on s'en souvient très bien du dernier match, je crois que c'était le dernier match de la saison, ou en tout cas le match qui nous fait perdre la saison. Évidemment, le but contre le Betis Séville, là, qui est rentré de 2 mètres dans les cages, mais pas but. L'arbitre de touche est là, non, on ne voit pas, Après, il y a les supporters du PSG qui débarquent dans l'histoire. Me demandez pas pourquoi, ils débarquent là, comme ça. Et moi aussi, je peux participer. Viens, gamin. Viens. Ça fait pas longtemps que t'es là, oui, que t'existes, que tu peux parler, mais vas-y, tu as le droit à la parole, vas-y, exprime-toi. Nous, on s'est fait voler pour la remontada et une affaire Negreira. Frérot, alors attends, on va t'expliquer, mon petit agneau, parce que tu comprends pas bien. Tu belles comme ça, comme une chèvre, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? C'est ça le truc. Je veux pas être méchant avec les supporters du PSG, hein, parce qu'ils sont pas tous peut-être comme ça. Je ne connais pas tous les supporters du PSG, évidemment. Mais ils se permettent de la ramener comme ça, sans vraiment savoir pourquoi non plus. Ils nous parlent de la remontada, alors que l'affaire Negreira, évidemment, concerne que la Liga. Donc tu sais pas pourquoi ils sont là en train de jacter. Je pourrais pas vous dire. Donc Tebas, Voldemort, nous a dit quand même que cette affaire ne donnait pas une belle image de la Liga, de son championnat, tout ça. Ça donne pas une belle image. Quelle image ça va donner comme ça va renvoyer une équipe qui fait ça? Et oui, évidemment, parce que, bon, lui qui est un madridista affiché, ça ne pose pas de problème de souci, tu vois. Ça c'est une belle image, ça va. Soutenir le président de Valence qui fait n'importe quoi avec son club et qui est dans la merde complètement financièrement, qui paye même pas ses joueurs, ça c'est pas grave. Ça va. C'est l'image de la Liga, elle est pas ternie avec ça. Ça va. Par contre, des fausses accusations comme ça c'est pas bon, ça passe pas, parce que c'est bon, le Barça, on connaît un petit peu, parce que évidemment, vous le savez très bien, le Barça revient un peu quand même, commence à revenir un peu cette année. On revient sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. On a beaucoup d'avance sur le Real en Liga, et évidemment, visiblement, ça dérange. Donc malgré tout ce bordel, le Barça, ils ont répondu sur le terrain, tout simplement. Laporta avait dit qu'il répondrait en temps voulu. Et hier, on a appris évidemment que, je crois que c'était hier, oui, que tous les documents que Tebas avait fournis, enfin tous les documents, il avait fourni un document en appuyant vraiment regardez, ça il avait donné ça à la fédération, je crois bien, à l'espagnol, et il avait dit, ou à la justice, enfin bref, le fisc ou un truc dans le genre, je sais plus exactement à qui il a donné son paplard là, c'est un morceau de PQ avec 2-3 notes dessus, je sais pas trop ce que c'est, mais il a donné un papier, il a dit regardez sur ce papier là, il y a le Barça, il y a marqué Rossell, il a cité des noms
nom de gars qui travaille au Barça. Sauf que le gars, donc il l'accuse concrètement, le Barça. Hein. Après, il a dit non. Sauf si on n'a pas trop vérifié, mais ce qui a été vu hier, c'est qu'évidemment, ces noms-là, c'est des homonymes. C'est des noms de gars, mais c'est pas les mêmes qui travaillent au Barça, en fait. Il a juste pris des noms comme ça au hasard, hein, et il a dit, tu vois, c'est lui qui a payé. Non, c'est pas lui. Donc c'est plus ou moins quand même un document assez faux, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas vraiment un document trafiqué, machin, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un document un peu erroné, quoi, j'ai envie de dire. C'est une petite erreur sur le papier. Donc Tebas, il a commencé à dire non, c'est pas vrai, attendez, je retourne ma veste. Non, voilà, ça commence à faire la grimace un petit peu côté Tebas, et évidemment, ça va piquer, hein, parce que le Barça a répondu, ils ont fait un communiqué de presse hier, et ils ont demandé, hein, je vais pas vous refaire tout le communiqué de presse, évidemment, mais ils ont dit que c'était une honte, tout ça, mais que, évidemment, que le Tebas, il fallait qu'il pose sa démission. Tu poses ta démission, frère, tu pars aux Bahamas avec tout l'argent sale que t'as fait avec le Real Madrid, et puis voilà, tu prends les vacances un petit peu, et puis on sera pas mal comme ça. Donc dernier classico de la saison, et cette fois-ci c'est la Porta qui contre-attaque, qui prend les devants, j'ai envie de dire, et qui met la pression sur le Real, sur la Liga en tout cas, et donc le dernier classico de la saison est lancé tout simplement. Je passerai évidemment toute l'histoire sur tous les journalistes espagnols, tous les journalistes évidemment de la presse madrilène qui commencent bizarrement à bégayer un petit peu, à retourner leur veste. Non, mais moi c'est ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit que c'était ça, donc en fait j'ai cru que hop là, ça va se cacher derrière le buisson, tu connais un petit peu. Ou même le président de l'UEFA, évidemment, Cefrin, qui commence à dire le Barça, s'il paraît c'est très grave ce qu'ils ont fait, mais je m'en occupe pas les gars, c'est pas moi qui gère ça, tout ça, non, c'est pas moi qui m'en occupe. Je laisse ça à Géraldine de la Compta, je vous laisse les gars, je vous laisse, ciao. Enfin bref, c'est un beau sketch, ce qui est en train de se passer, évidemment, là, l'UEFA sont en train ils ont envie de porter plainte, d'attaquer le Barça tout simplement pour qu'il ne joue pas les compétitions européennes la saison prochaine. Évidemment, vous connaissez à l'UEFA, il y a Nasser El Khelaifi qui est main dans la main avec l'UEFA, il est président de je sais pas quoi à l'UEFA, donc évidemment ça en coulisses ils sont pas contents, il y a pas mal le Barça a pas mal d'ennemis mine de rien. Mine de rien, c'est fou. On n'aurait pas dû les martyriser comme ça nous a pas servi. Hein. Guardiola, qu'est-ce que tu as fait? Messi, qu'est-ce que tu as fait, frérot? Enfin bref, maintenant côté terrain un petit peu, on va parler un peu de football quand même. Le Barça revient de trêve sur un bon résultat, j'ai envie de dire 4-0 contre certes le dernier de la Liga, mais ça permet de se mettre un petit peu en jambes, de se mettre en forme, de reprendre un peu de confiance. 4-0, 2 buts de Lewandowski, un but de Ferran Torres, un but d'Ansu Fati, une passe décisive de Ferran, une passe décisive de Gavi. Bref, un beau petit match, sympa, une passe décisive d'Araujo aussi, je crois, sur le coup franc de Jordi Alba là. Donc voilà, ça permet de se remettre en confiance, tout ça, un petit match, bon voilà, ce n'est que les derniers, mais c'est toujours important d'aller gagner son petit match avant un match comme ça qui est décisif finalement. De leur côté, le Real, ils ont répondu en explosant Valladolid 6-0 avec un triplé de Karim Benzema. Il a l'air chaud patate le Karim, donc on va voir ce que ça va donner. Évidemment ça va être le duel peut-être un peu Lewandowski-Benzema qui commence à rattraper Lewandowski au Pichichi petit à petit, il est pas très loin en tout cas, donc voilà, ça va être intéressant ce match là. Évidemment comme je l'ai dit, hein, c'est un classico, c'est un match à part, peu importe le match d'avant, peu importe les classicos d'avant, les cartes sont redistribuées, là c'est le classico, on repart à zéro quoi en fait pour celui-là. Et évidemment on a l'avantage parce qu'on est à domicile, et on a l'avantage pour aller en finale parce que à l'aller on a gagné 1-0. Et oui, évidemment, donc on a toujours quand même un petit but d'avance qui nous laisse une petite marge, on va dire, d'erreur. Évidemment, on ne peut pas occulter les absents de marque côté Barça principalement, côté Real, je crois qu'il leur manque Rudiger, mais ils ont récupéré Alaba, il me semble. Côté Barça, il manque Frenkie, il manque Christensen, Pedri, Dembélé, donc c'est des joueurs assez importants dans l'équipe, hein, des joueurs titulaires qui sont titulaires indiscutables dans l'équipe et qui ne seront pas là. Évidemment, Frenkie, on avait un doute jusqu'au dernier moment, on va dire, mais hier il a été, ou ce matin même, il a été écarté définitivement, il est même pas convoqué là, donc Xavi il a convoqué encore des jeunes, hein, les mêmes jeunes que ce week-end, donc il y a Alarcón, il y a Estanis, il y a Garrido, il y a Casado, il y a Pablo Torre, bon ça c'est normal. Voilà, donc pas mal de jeunes dans l'équipe, voilà, Xavi il a pu faire tourner dans le dernier match, donc je pense qu'il y aura pas mal de joueurs qui seront en forme, comme Busquets qui n'a pas joué depuis au final avant la trêve, Rafinha qui a été laissé au repos, Kessie qui a été laissé au repos, donc voilà, c'est déjà pas trop mal d'avoir pu faire souffler certains joueurs. Donc comme je l'ai
dit, le duel dans le match, ça peut être le duel peut-être Lewandowski-Benzema, même si on n'a pas trop vu ce duel-là vraiment au coude à coude, j'ai envie de dire, dans les derniers Clasico. Le duel le plus important qu'on a vu, qui prend le plus de place, on va dire, c'est le duel Vinicius-Araujo. Alors, est-ce que Ancelotti va faire en sorte de mettre dans les meilleures dispositions Vinicius? Je sais pas. Ancelotti, c'est un grand coach, hein, évidemment, qui a gagné beaucoup de trophées, mais tactiquement parlant, je veux dire, parce qu'il prend aucun risque, le gars, j'ai l'impression. Il met tout le temps la même équipe et il se dit ça va marcher. Et ça marche pas dans les derniers Clasico. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une prise de risque ou un truc un peu, une chose étonnante, je sais pas, un choix fort de la part d'Ancelotti? C'est possible, hein, peut-être qu'il va jouer son va-tout, peut-être qu'il va tester quelque chose, qu'il va tester un truc plus offensif, peut-être, parce que la plupart du temps, il joue en 4-4-2, très défensif, même à 5 défenseurs en phase défensive, avec Valverde qui redescend sur Baldé, tout ça, avec juste Vinicius et Benzema, il joue les contre-attaques comme ça, il balance des longs ballons sur Vinicius et Benzema. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que Vinicius va rester côté gauche sur Araujo ou est-ce qu'il va aller côté droit? Peut-être ça serait plus logique. En soi, je comprends pas. Moi, si j'étais supporter du Real Madrid, bon, c'est pas possible. Je sais pas comment c'est possible d'être supporter du Real Madrid, mais si je l'étais, je comprendrais pas pourquoi Vinicius joue tout le temps à gauche sur Araujo, parce que Araujo le met la plupart du temps, en tout cas, dans sa poche. La seule fois où Vinicius a eu un avantage, on va dire, sur Araujo, c'est quand il lui a fait la passe décisive dans le dernier Clasico et que Araujo, il est allé mettre son petit but contre son camp parce qu'il avait envie de marquer. Ouais, il avait envie de marquer, c'est comme ça. Donc c'est un peu la question. Voilà. L'autre question, c'est est-ce qu'on va jouer à 4 milieux ou à 3 milieux, hein, avec Ansu Fati en attaque? C'est ce qui est sorti dans la presse, mais j'y crois quand même très moyennement. Donc on va passer maintenant à la compo sans plus tarder, les amis, évidemment. Donc Ter Stegen au cage. Je pense que Araujo donc jouera à droite s'il y a Vinicius. Non, ce sera Koundé, mais Araujo à droite, Koundé, Marcos Alonso évidemment parce que Christensen n'est pas là et Marcos Alonso c'est un peu le gars qui assure dans l'axe en l'absence de Christensen, donc ça sera lui. Et Baldé à gauche qui a pu souffler aussi, Baldé, je l'ai oublié tout à l'heure, mais il a pu souffler dans le dernier match. Donc c'est pas plus mal, pour Baldé, voilà. Araujo il a pas joué tout le match aussi, il était sorti un petit peu contre Elche là. Il est sorti avant la fin du match, donc c'est cool. On espère une défense solide, hein, parce que là ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. On a quand même pas mal d'attaquants, on a des mecs dispo, on n'a pas non plus. C'est pas comme le dernier Clasico en Coupe d'Espagne, on avait vraiment personne devant, il n'y avait pas Lewandowski, on avait une attaque Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati, ou Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, je sais plus exactement, c'était ça je crois. Compliqué, c'était assez compliqué. Donc au milieu de terrain, je partirai avec Busquets, Roberto et mon petit Franck Kessié, en l'absence de Frenkie et de Pedri de toute façon. Voilà, c'est un peu le choix pour moi assez logique. Je parlerai après de l'animation vite fait avec le petit tableau. Et on attaque pour finir, donc Rafinha, Lewandowski et Gavi en faux ailier. Donc retour de Rafinha qui a pu se reposer aussi. Je pense pas que Ferran Torres soit titulaire. Le seul qui pourrait être titulaire pour moi dans cette attaque, à part Rafinha, tu vois, tout comme ça, ce serait Ferran Torres à droite. Parce qu'Ansu Fati, dans son dernier match, il a pas été excellent non plus. Tu vois, je pense qu'Ansu Fati rentrera en cours de match peut-être. Sûrement même. De là, le mettre titulaire, ça me paraît quand même une info assez bizarre. C'était Mundo Deportivo, je crois, qui a sorti cette info. C'était soit Gavi en faux ailier, soit Ansu Fati en attaque. Bon, après, ils n'ont pas pris forcément de risque, c'est un peu le truc logique, mais Ansu Fati, ça me paraît quand même bizarre. Donc, on va prendre maintenant le tableau, le petit tableau. Oui, la petite animation. Vous connaissez un peu le truc. Donc, ça, c'est en phase défensive, évidemment. Donc là, on a Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Baldé, Busquets, Kessié, Sergio Roberto, Gavi, Lewandowski et Rafinha. Donc ça, c'est en phase défensive, on va dire, avec une équipe, on va dire, regroupée comme ça pour défendre, tu vois, un truc dans le genre. Évidemment, en phase offensive, ça change un petit peu. On a Lewandowski qui va se foutre là, Rafinha là, Gavi qui va rentrer un peu dans l'axe, Baldé qui va prendre le couloir. On aura un Roberto, tac, tac, tac. Voilà. On aura, je pense, un double pivot Roberto-Busquets. Je pense que ça serait assez logique parce que Roberto, il a joué en double pivot avec Garcia ce week-end. Il a été assez intéressant dans le rôle de Frenkie. Alors, c'était que Elche, mais on sait que Roberto, dans les Clasico, il aime bien jouer les Clasico. Donc, pourquoi pas. Donc, Roberto est assez intéressant par son activité, par sa projection de balle et tout ça. Il peut être intéressant en double pivot avec Busquets qui est là pour gérer le tempo, qui gérer un peu l'orientation du jeu, tout ça. Kessié dans le demi-espace avec Gavi. Gavi qui se projette comme d'habitude, hein, qui joue proche de Lewandowski, on va voir ça ce qui va se passer, mais bon. Baldé qui a le couloir pour lui tout seul, on va dire, il faudrait qu'il se projette un peu plus, qu'il ose un peu plus quand même de temps en temps, parce que derrière il y a quand même Roberto qui a une grosse activité, il y a Gavi à côté de lui pour faire le contre-pressing, donc si Baldé il se projette et qu'il perd le ballon, si jamais, bah t'as quand même Gavi et Roberto qui sont des bons gars pour récupérer des ballons, pour mettre la pression, tu vois, ils font pas semblant généralement, donc voilà, ça va, je pense que ça va. On a Marcos Alonso qui est pas une foudre de guerre, on va dire,
dire, mais ça va. Et puis dans le pire des cas, il y a Araujo, voilà. Donc derrière eux, ils seront à 2 en attaque, en phase défensive, on va dire. Il y aura Vinicius et Benzema qui resteront devant là. Donc à 3 comme ça suffira avec Marcos Alonso, Araujo, Koundé, ça devrait bien se passer, je pense. Après, il y a une autre possibilité. C'est Busquets, Kessié en double pivot, même si moi je suis pas trop fan de Kessié en double pivot, parce que pour sortir les ballons, Kessié, il a un peu de mal parfois. Il y a un match où ça va, et d'un coup un autre match où ça va être un peu plus compliqué. Mais disons que c'est une possibilité, on peut jouer avec Busquets, Kessié et Roberto, je sais pas si c'est la bonne solution, soit en faux ailier, avec Gavi qui se projette et Rafinha qui reste sur la ligne. En fait, le truc avec Rafinha, c'est que il aime bien rentrer dans l'axe. S'il aime bien rentrer dans l'axe, il faut qu'il y ait un mec qui prenne le couloir. Donc soit on met Gavi ici, qui va prendre le couloir de temps en temps, si Rafinha il rentre, Gavi il rentre, prend la ligne, pardon, prend le couloir, soit Roberto. Dans tous les cas, Gavi peut jouer faux ailier là, avec Roberto un peu plus haut, et Roberto soit il se projette, s'il aime bien faire des appels, on va dire, dans la profondeur, en tout cas il est assez volontaire dans ce domaine-là, soit, comme je l'ai dit, il prend le couloir, quoi. Mais après, en conférence de presse, il y a Xavi qui l'a dit, je crois qu'il a dit, il a parlé de Kessié, il a dit qu'il était assez important dans la surface, je sais pas, par sa proposition, il allait souvent proposer dans la surface, il apportait quelque chose, et dans les derniers classicos, il a dit qu'il était assez décisif. De toute façon, on l'a vu, il a marqué au match aller, en Coupe d'Espagne, il a marqué... il a presque marqué un but, on va dire, et il aurait pu mettre un presque doublé du coup, mais si Ansu Fati avait pas été deuxième gardien, goal volant. Kessié, il est aussi intéressant dans la surface. Donc c'est possible que Kessié joue plus haut et qu'on ait un double pivot Roberto Busquets. Moi, c'est ça que je ferais en tout cas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit pour ce classico. J'espère que ce sera un beau match. J'espère qu'on gagnera ce match. On a une petite avance d'1-0. Il faut en profiter. Faut pas se mettre trop la pression. Mais faut essayer de marquer assez rapidement pour se mettre un peu à l'abri et les faire sortir, pour se faciliter un peu le match. Mais voilà, c'est tout. Tout simplement, ça paraît simple comme ça, je sais, oui, mais bon. Que voulez-vous? Donc on se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match à 8 h, 1 heure avant le match, donc sur YouTube, hein, en live donc, et après pour le débrief à chaud, comme d'habitude, vous connaissez l'histoire. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.